Chers collègues, bonjour. Nous sommes c'est la première fois que nos deux commissions sont réunies pour auditionner Monsieur Pierre Vimont. Alors pas uniquement pour auditionner Pierre Vimont, c'est une première fois, mais il y en aura d'autres. En tout cas, c'est bien notre intention, puisque surtout en matière de défense, ce sont des discussions, des débats dans lesquels nous avons des intentions européennes. Donc il faut que nos deux commissions travaillent de plus en plus pour un certain nombre d'auditions, voire des travaux même en commun. Donc je me réjouis que ces deux commissions soient aujourd'hui réunies. Et nous vous accueillons, Monsieur Pierre Vimont. Vous êtes secrétaire général exécutif du Service européen d'action extérieure, rattaché bien sûr à Madame Ashton. Et nous vous interrogerons aujourd'hui et vous allez nous en parler, j'imagine, avec beaucoup, en tout cas pour nous, d'intérêt sur la politique européenne en matière de défense. L'actualité, en plus, fait que ces questions sont vraiment présentes aujourd'hui dans les débats européens. Et nous sommes, comme vous le savez, dans la préparation de ce livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, et où la question européenne, comme celle de notre participation à l'OTAN, sont des éléments structurants. Votre service a été institué après le traité de Lisbonne, donc il est relativement jeune, à peu près, disons 2 ans à peu près, et nous disposons d'un peu de recul, peut-être pas encore suffisamment, mais en tout cas déjà d'un peu de recul pour regarder, et vous allez nous le dire, à la fois son fonctionnement et son intégration dans l'architecture de la politique extérieure de l'Union européenne. Nous attendons de vous à la fois votre appréciation sur cette architecture. Est-ce qu'elle convient? Est-ce qu'il faudrait l'améliorer? Peut-être que c'était un peu trop tôt aussi pour le dire. Quels sont ses effectifs? Quelle est la part, j'imagine aussi, puisque je n'ai personnellement pas regardé cela, la part des fonctionnaires nationaux détachés dans votre service, l'articulation entre votre service et les services diplomatiques nationaux, bien évidemment, ils sont très importants, les liens formels ou non, vous avez pu déjà établir avec aussi les parlementaires à la fois européens mais aussi nationaux des pays européens. Je vous l'ai dit avant d'arriver dans cette salle que nous accordons beaucoup d'importance, en tout cas pour nos deux commissions, j'imagine, ces relations avec nos homologues européens dans chacun des pays membres. Il me semble aussi qu'il serait intéressant que vous nous donniez à la fois un bilan de l'activité, vous parlez bien sûr de l'actualité, je l'ai déjà dit, et de nous indiquer quelles sont les orientations de l'Union européenne pour répondre à la gestion des crises. Et l'actualité est, je dirais, malheureusement importante en ce moment. La Syrie, bien évidemment, le Sahel, pour lequel nous attendons encore des décisions, et comment l'Union européenne, en tout cas comment l'ensemble des pays européens peuvent s'accorder aujourd'hui pour faire en sorte qu'on puisse contribuer entre Européens à une stabilité démocratique ou en tout cas à la paix dans ces régions qui sont proches de l'Europe, qui sont nos frontières immédiates et pour lesquelles, bien évidemment, nous avons des intérêts partagés. Avant de vous céder la parole, je cède bien sûr la parole à ma collègue. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général Exécutif, mes chers collègues. Je suis ravie de vous accueillir et je suis tout à fait d'accord avec Madame Adam. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, que c'est un début de travail commun que nous allons continuer ensemble sur cette politique importante qui est aujourd'hui donc la politique européenne de défense. D'autant que ce thème est fondamental si on veut effectivement traiter de l'Union européenne, sachant que le président de la République, François Hollande, et le ministre de la Défense, M. Jean-Luc Le Drian, ont clairement affirmé leur volonté politique de faire exister l'Europe de la défense. M. Le Drian sera d'ailleurs auditionné par nos commissions à nouveau le 5 décembre et on sait bien qu'il n'a pas ménagé ses efforts pour faire progresser cette idée-là. En particulier, il y a eu toute la réflexion qui s'est faite le 15 novembre dernier dans le cadre du groupe de Weimar+, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, la Pologne
l'Italie et l'Espagne. Dans la foulée, le 19 novembre dernier, le Conseil des ministres de la Défense de l'Union européenne s'est donné un an, jusqu'au Conseil européen de décembre 2013, et cette réflexion sera quand même en grande partie dédiée à la défense pour trouver des solutions, ce qui reste perçu comme un véritable défi et pas du tout non plus un acquis européen clairement défini. Notre commission des affaires européennes a désigné d'ailleurs 2 rapporteurs sur l'Europe de la défense, M. Joachim Pueyo et M. Yves Romand, qui auront forcément des questions à vous poser tout à l'heure, une fois que vous aurez fini vos propos introductifs. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Madame la Présidente, c'est qu'effectivement nous sommes inquiets d'un certain nombre de sujets d'actualité, la Syrie, le Sahel, le Mali, pour reprendre ces 2 exemples-là. Et je rajouterai par contre sur cette partie Sahel-Mali que ce qui nous inquiète aussi, nous, c'est qu'en est-il des politiques qui ont été menées au SEAE pour organiser des actions de soutien aux populations civiles dans le cadre d'une approche globale? Qu'est-ce que ça devient, vu la situation actuelle au Mali? Et puis, nous allons rencontrer tout à l'heure quelques-uns, nos collègues de la Chambre des communes de Grande-Bretagne. Donc vous voyez peut-être venir ma question suivante, qui est effectivement, qui paraît assez évidente pour tout un chacun, qui est effectivement, la Grande-Bretagne ne participe pas à Weimar Plus, mais reste avec la France la principale force ayant des moyens sur le territoire européen. Alors donc, comment pouvons-nous interpréter, du côté de la politique de la défense, l'actuel doute que la Grande-Bretagne émet sur sa participation ou la continuité de sa participation à l'Union européenne, et puis par ailleurs, sur justement les sujets délicats que nous avons traités, s'il est beaucoup question du côté du Sahel et du Mali d'une intervention, non pas française, mais d'une intervention des forces d'interposition africaines, la France ayant, me semble-t-il, un rôle de conseil, qu'en est-il de la Grande-Bretagne dans ce domaine-là? Et puis, comme je suis écologiste, forcément, je vais vous poser une autre question propre aux écolos, si je puis dire, qui est qu'une politique européenne de la défense, ça nous paraît indispensable, ça nous paraît effectivement plus une réflexion à pousser à l'heure actuelle, mais vous savez bien à quel point nous sommes plutôt venus d'une culture pacifiste, donc où en sommes-nous de la réflexion sur le désarmement nucléaire multilatéral que Barack Obama avait voulu initier il y a 4 ans et dont on a bien l'impression qu'il est un peu en panne, si je puis me permettre cet exemple-là. Et puis la deuxième chose qui est, pour ne pas être trop longue, qui est nous proposons toujours, nous, un service civil européen. Est-ce que ça vous paraît une pure utopie? Est-ce que ça peut être relancé? Qu'en pensez-vous? Voilà, je ne vais pas être plus longue pour que nous puissions vous écouter, et je suis sûre que nos collègues vont avoir pas mal de questions à vous poser dès que vous aurez fini de nous exposer les grandes lignes de votre réflexion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mesdames les Présidentes. Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur d'être ici, et c'est toujours un plaisir de pouvoir revenir dans mon pays d'origine, même si je suis maintenant un fonctionnaire européen. C'est toujours très, très intéressant de pouvoir revenir et de pouvoir dialoguer avec vous, et c'est ce que je souhaiterais faire. Donc je ne voudrais pas que mes propos liminaires soient trop longs pour au contraire nous permettre d'avoir un jeu et un échange de points de vue qui soit aussi utile que possible. Vous m'avez posé cependant beaucoup de questions. J'ai essayé d'y répondre le plus rapidement possible. Peut-être tout d'abord en plantant en quelque sorte le décor pour que vous puissiez comprendre dans quel cadre et dans quel contexte ce service européen d'action extérieure se situe. C'est en réalité un service qui a été créé par le traité de Lisbonne, en effet, qui s'est mis en place avec près d'un an après l'adoption et la ratification et la mise en œuvre du traité de Lisbonne,
Pourquoi ce délai? Tout simplement parce qu'il fallait les décisions qui étaient nécessaires pour définir la mise en place et l'installation de ce service. Rien n'avait pu être préparé à l'avance. Après les malheureux référendums, notamment en France et aux Pays-Bas, les institutions européennes à Bruxelles étaient devenues très, très prudentes et avaient préféré attendre que toutes les ratifications soient intervenues dans les 27 États membres avant de reprendre la discussion et les débats sur la mise en place de ce service. Ce service, il faut bien le comprendre à, je dirais, deux caractéristiques. La première, c'est qu'il est non pas une institution, d'ailleurs il n'a pas à proprement parler un statut d'institution, il est une administration, mais il est une administration qui innove considérablement à Bruxelles dans la mesure où il n'appartient ni à la Commission ni au Conseil, mais qui se situe entre les deux et que donc il y a un vrai effort en quelque sorte de synthèse et d'innovation institutionnelle, ce qui n'est pas d'ailleurs pour réduire les difficultés de sa mise en place, parce que comme c'est un peu un organe administratif nouveau, nous essuyons un peu les plâtres avec nos collègues de la Commission et du Conseil, et cela rend les choses parfois plus compliquées. La deuxième innovation, c'est que ce service correspond à ce qui a été une volonté du traité de Lisbonne, qui est ce qu'on appelle l'approche globale, auquel vous faisiez référence, Madame la Présidente, ou l'approche intégrée, qui est tout simplement, pour dire les choses le plus simplement possible, la volonté d'une meilleure coordination entre les différentes institutions. Si vous prenez l'action extérieure de l'Union, l'on voit immédiatement que toute une série d'instruments sont régulièrement sollicités dans le cadre de l'action extérieure, que ce soit les instruments traditionnels de la Commission, l'action commerciale, l'action en matière de développement et de coopération, l'action dans le domaine humanitaire, l'énergie, les transports, etc., ou ce qui peut être fait du côté des États membres ou du secrétariat du Conseil, qui était l'action diplomatique, l'action politique et bien évidemment l'action en matière de sécurité et de défense. L'objectif de ce service d'action extérieure, c'est de pouvoir rassembler tous ces différents instruments et ces différents moyens d'action de façon à leur donner un cadre général et à nous permettre d'agir sur chacune des crises ou des grands dossiers sur lesquels nous devons travailler. Vous venez d'en citer, Madame la Présidente, toute une série, la Syrie, le Mali, on pourrait citer la Corne de l'Afrique, le Sahel en général, le Soudan, un certain nombre de pays qui ont connu les événements du printemps arabe et dans lesquels maintenant nous allons développer notre action extérieure avec eux, la Libye, la Tunisie, l'Égypte. C'est nous permettre d'avoir une approche intégrée où tous ces différents éléments travaillent bien ensemble et sont bien coordonnés entre eux. C'est assez élémentaire, ça paraît aller de soi. Il faut bien comprendre que dans l'Europe d'avant Lisbonne, ça n'allait pas tout à fait de soi, parce que vous aviez toute une série d'acteurs qui agissaient un peu chacun de leur côté. Vous aviez la Commission, avec un commissaire ou une commissaire chargée des relations extérieures qui menait son action de son côté. De l'autre côté, vous aviez M. Javier Solana, qui était le haut représentant pour la politique étrangère, et vous aviez entre les deux la présidence tournante qui tous les 6 mois changeait et qui chaque fois apportait un programme différent et des priorités différentes. Tout ça est bouleversé par le traité de Lisbonne parce que vous n'avez plus de rôle propre pour la présidence tournante maintenant en matière de politique étrangère et de sécurité, et vous avez une seule personne, Lady Ashton, qui est à remplacer à la fois le commissaire pour les relations extérieures et le rôle que jouait Javier Solana avant. Elle est d'ailleurs, compte tenu de cela, la présidente du Conseil des ministres des Affaires étrangères, la présidente du Conseil des ministres de la Défense et la présidente du Conseil des ministres du Développement. Donc c'est elle qui assure cette fonction maintenant en lieu et place des présidences tournantes passées. De surcroît, le service a à sa charge
toute une série de groupes de travail du Conseil, et c'est nous qui les présidons. C'est le service d'action extérieure qui préside aussi le comité de politique et de sécurité, le COPS, et c'est nous qui donc avons aussi en charge maintenant la gestion du réseau des délégations de l'Union européenne, puisque ces délégations de l'Union européenne ont remplacé les délégations de la Commission européenne. Ça fait environ 140 délégations à travers le monde. On ne les appelle pas des ambassades parce que certains États membres s'en seraient offusqués. Vous en avez cité un tout à l'heure, Madame la Présidente, qui ne souhaite qu'à aucun prix on parle d'ambassade européenne, mais c'est en réalité à peu près la même chose. Et nous en avons donc maintenant 140 à travers le monde. Pour beaucoup d'entre elles maintenant gérées à leur tête par des diplomates venus des États membres, puisque l'autre grande caractéristique de ce service, c'est qu'il accueille en son sein à la fois des fonctionnaires venus de la Commission, des fonctionnaires venus du secrétariat du Conseil et des diplomates venus des États membres. Les diplomates des États membres représentent à peu près, pas tout à fait encore, mais l'objectif, c'est qu'ils puissent représenter un tiers total des effectifs. À l'heure actuelle, nous sommes autour de 27-28%, donc on n'est pas très très loin de l'objectif qu'on s'est fixé. En moins de 2 ans, on a réussi donc à recruter un nombre considérable de diplomates qui apportent la culture diplomatique des États membres, et c'est un élément tout à fait essentiel pour cela. Dans ce contexte, et pour revenir plus précisément aux questions de sécurité et de défense, c'est le service d'action extérieure qui a accueilli en son sein les différentes entités qui constituaient avant le secteur de la politique de défense et de sécurité, le comité militaire, l'état-major, et ces différentes entités qui ont des sigles un peu bizarres, le CMPD et le CPCC, c'est-à-dire en réalité les services en charge de la planification stratégique et le service en charge de la mise en place des actions et des opérations dans le domaine civil et dans le domaine civilo-militaire. Tout ça, à un moment, la réflexion, et notamment la France, s'est interrogée pour savoir si ces différents services devaient rester en quelque sorte à part ou être intégrés dans le service d'action extérieure. Et finalement, on s'est dit qu'on ne pouvait pas à la fois plaider pour une approche globale et laisser la dimension militaire de cette approche globale à l'extérieur. Donc on les a intégrés dans le système. Et ça veut dire en quelque sorte, je caricature un petit peu, mais ça veut quand même dire qu'à l'intérieur d'un service qui se conçoit un peu comme un ministère des Affaires étrangères, vous y avez intégré les éléments d'un ministère de la Défense. Et c'est assez novateur et c'est assez intéressant parce que ça veut dire en particulier que dans tous les efforts que l'on mène actuellement pour développer la gestion de crise, nous avons immédiatement à notre disposition, lorsque nous nous réunissons au sein du service, la capacité d'avoir et d'intégrer immédiatement la dimension militaire. Quand nous traitons du Mali et que nous nous réunissons pour examiner comment nous allons réagir aux événements du Mali, le chef de l'état-major européen est là, le président du comité militaire est là, les différents planificateurs en matière de défense et de sécurité sont là, et ça permet un travail beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus rapide, beaucoup plus coordonné que ce n'était le cas avant, et ça c'est un vrai avantage dont on espère qu'avec le temps, il nous permettra d'être encore plus efficace et plus rapide que l'on ne l'était dans le passé. Donc voilà un peu l'architecture globale. Par rapport au traité de Lisbonne et à la manière dont la défense et la sécurité européenne se sont développées depuis donc 2 ans, beaucoup d'observateurs ont remarqué que peut-être pendant ces 2 premières années, on avait le sentiment qu'il y avait un peu une sorte de creux dans le domaine de la sécurité et de la défense européenne. C'est exact dans une certaine mesure si l'on prend des éléments très factuels.
pendant ces 2 premières années de mise en place du traité de Lisbonne, on n'a pas lancé de nouvelles opérations, alors que dans la période précédente, avec Javier Solana, il y avait facilement 1 ou 2 opérations qui étaient lancées chaque année pour aboutir à un total de 22, 23, je crois, selon les comptabilités, de 23 opérations qui avaient été lancées depuis la mise en place de Javier Solana, c'est-à-dire à peu près depuis 1999, au cours des 10 ou 12 dernières années. Et c'est vrai que pendant les 2 premières années, sans doute du fait que nous devions mettre en place cette nouvelle organisation. Peut-être aussi, il faut être là le plus réaliste possible parce que nous avons traversé les premières années d'une crise financière et économique qui était quand même très très forte et que les États membres n'étaient pas particulièrement prêts à apporter leur contribution. Nous avons connu une phase pendant laquelle il a fallu refaire un peu le point d'un certain nombre de nos opérations existantes, que ce soit en Géorgie, que ce soit au Kosovo, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs. Nous avons connu quelques difficultés dans la mesure où les contributions que nous avions annoncées n'étaient pas totalement remplies. Il faut savoir qu'en Géorgie, où nous avions prévu à peu près 150 observateurs en moyenne, nous en avons moins d'une centaine à l'heure actuelle. Au Kosovo, où nous avions annoncé 4 grandes unités de police, nous en avons en réalité à l'heure actuelle dans l'opération Olex une, essentiellement assurée par la Pologne, mais les autres pays qui avaient apporté une contribution au départ ont été amenés souvent à récupérer, pour des raisons et des objectifs nationaux, les renforts qu'ils nous avaient apportés. Donc il y a eu cette phase pendant laquelle il a fallu se réadapter, se réorganiser. Mais ce que l'on voit très clairement maintenant depuis quelques mois, c'est que le mouvement est reparti, je dirais, dans le bon sens. 2 ou 3 exemples, notamment et essentiellement d'ailleurs en Afrique. Sur les opérations que nous menons dans la Corne de l'Afrique, nous avions déjà d'abord le soutien que nous apportons à la force africaine, la MISOM, soutien financier qui est quand même assez considérable parce que nous sommes le premier donateur. Et nous avions d'autre part l'opération d'entraînement des forces somaliennes, EUTM Somalie. Nous sommes en train de mettre en place une 3e opération sur les capacités maritimes des pays de la région. Kenya, Tanzanie, Djibouti, pour aider ces pays à se doter des forces maritimes et de tout l'appareil sécuritaire et juridique pour leur permettre en particulier de lutter contre la piraterie, mais au-delà, pour renforcer la sécurité maritime le long de leurs côtes. Et cette opération-là, elle est en cours d'installation. Nous en sommes au stade du concept opérationnel. Elle est menée par un amiral français, d'ailleurs l'amiral Launay, et nous allons de l'avant. Nous avons aussi, dans le cadre de la stratégie du Sahel, mis en place une opération civilo-militaire qui est installée pour le moment au Niger et qui sera probablement renforcée dans les mois à venir par l'opération que nous pourrions être amenés à mener dans le Mali. J'y reviendrai peut-être dans une seconde. Nous projetons aussi une opération dans le Sud-Soudan autour de l'aéroport de Juba et avec nos partenaires libyens, nous sommes en train de réfléchir à une opération qui pourrait être menée pour renforcer la sécurité et le contrôle à la frontière et aussi les aider à renforcer leur domaine de sécuritaire, que ce soit en matière de formation de la police et de mise en place peut-être aussi de forces de gendarmerie. Tout ça est en train d'être discuté avec des autorités libyennes qui se mettent lentement en place, qui nous demandent un peu de temps. Mais en d'autres termes, je dirais que la machine est repartie dans le bon sens et qu'il y a de nouveau une volonté politique, en tout cas, d'aller de l'avant. Bien évidemment, tout cela devra être accompagné par des contributions de la part des États membres, parce que nous n'existons que parce que ce que les États membres peuvent nous apporter en termes de contributions, ressources humaines, ressources financières, et donc le moment de vérité sur un certain nombre de ces opérations va bientôt arriver, parce qu'il faudra voir si les États membres sont au rendez-vous et prêts à accompagner ces efforts qui sont menés actuellement essentiellement au niveau des travaux du Conseil.
pour le cas du Niger, nous avons quand même maintenant des éléments qui sont arrivés, des éléments précurseurs et qui se mettent en place à Niamey. Donc je pense que là, nous pourrons avancer au cours des prochains mois. Donc il y a là, au niveau des opérations, un mouvement qui a repris et qui est, je crois, le bienvenu. L'autre réflexion qui est en cours actuellement à Bruxelles concerne bien évidemment les capacités, tout ce qui tourne autour de la base industrielle européenne en matière d'industrie de l'armement et de la défense, et également autour de la volonté de mettre ensemble les efforts que nous pouvons mener sur un certain nombre de programmes que nous voulons développer dès lors que nous avons pu mesurer à travers un certain nombre d'opérations qui se sont faites au cours des derniers mois, notamment celle qui a été menée en Libye, les manques, les carences qui existent actuellement dans l'appareil militaire européen. Songez aux avions ravitailleurs qui ont fait largement défaut pendant l'intervention militaire en Libye, ce qui peut exister aussi ou ne pas exister en matière de formation et d'entraînement des pilotes d'hélicoptères, le travail que nous voulons mener aussi sur les hôpitaux de campagne et d'autres opérations de ce genre. L'idée là, c'est de mettre en commun nos ressources et d'essayer de travailler de manière conjointe pour que les programmes que nous pourrions lancer sur ces différents secteurs soient dès le départ des programmes européens définis ensemble et menés ensemble. C'est ce que nous appelons le pooling and sharing en anglo-saxon, en langue bruxelloise, et qui est à peu près le pendant à ce que l'OTAN mène de son côté et qu'elle appelle la Smart Defense, programme qui a été lancé au moment du sommet de Chicago. Et donc on essaye d'assurer une complémentarité intelligente entre les deux initiatives. Et pour cela, nous travaillons très étroitement, je dois dire, avec l'OTAN, et plutôt bien. Le travail qui a été mené conjointement depuis le départ sur ces deux initiatives a été mené de manière aussi harmonieuse que possible. Cette volonté d'avancer dans le domaine des capacités, j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui sera discuté, vous y avez fait allusion, Madame la Présidente, qui sera discuté par le Conseil européen lui-même. Au mois de décembre, lors de la prochaine réunion du Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement devraient définir la mission qui va être confiée à la fois au service européen d'action extérieure, à la Commission, à l'Agence européenne de défense et à toutes les autres entités du secteur de la sécurité et de la défense pour que tout au long de l'année 2013, nous puissions travailler sur ces questions de sécurité, sur ces questions de capacité militaire, de façon à pouvoir produire d'ici à la fin de l'année 2013 un rapport destiné aux chefs d'État et de gouvernement pour qu'ils puissent donner leur accord aux orientations que nous aurons définies là. Il n'y a pas simplement ce qui se fera avec les États membres, il y a aussi ce qui se fera au sein même de la Commission, où Michel Barnier a monté une task force qui va réfléchir à la manière dont on pourrait faire travailler les différentes ressources de la Commission de façon à rendre plus fluides les relations entre le monde industriel et la Commission européenne, de façon à utiliser au mieux toutes les ressources que l'on possède dans ce domaine. C'est ce qui pourrait être fait pour faire tomber certains obstacles qui peuvent exister dans le domaine du marché intérieur, pour permettre aux industries de la défense de mieux travailler entre elles. C'est tout ce qui pourrait être fait autour de la recherche et des programmes technologiques, et de l'innovation. C'est tout ce qui pourrait être fait dans le domaine de l'espace et comment les programmes spatiaux de la Commission européenne pourraient être mis à la disposition éventuellement du secteur de la défense. C'est toute une série de secteurs de ce type sur lesquels on va essayer d'avancer aussi
et où le service où je me trouve sera très étroitement associé au travail que va mener la Commission. Michel Barnier était au dernier Conseil des ministres de la Défense où il a donné une première lecture du travail que va entreprendre la Commission sur ce sujet, et il a été convenu que nous irions davantage de l'avant. Voilà pour l'essentiel. Très brièvement, et je terminerai là pour ne pas prendre trop de votre temps, vous m'avez interrogé sur 2 ou 3 dossiers de l'actualité, en particulier Syrie et Mali. Sur la Syrie, nous travaillons sur le thème qui est en train de devenir, j'allais dire presque le thème récurrent de toutes les organisations internationales ou multilatérales, parce que les Nations Unies également y réfléchissent, la Ligue arabe y réfléchit, et nous y réfléchissons aussi. C'est ce que l'on appelle le jour d'après, c'est-à-dire le jour où tout le monde attend ce moment avec une certaine impatience, bien sûr, c'est-à-dire le jour où nous assisterons à un changement de régime en Syrie. La vérité, c'est que ce travail n'est pas facile à faire, parce qu'il faut prendre en compte 2 hypothèses qui auront forcément, je dirais, des conséquences assez différentes l'une de l'autre. La première hypothèse, c'est celle d'une transition qui se passerait dans une relative stabilité, parce qu'elle aurait pu être préparée, en d'autres termes parce que l'actuel envoyé spécial, M. Lakhdar Brahimi, aura réussi à monter une opération diplomatique et politique qui permettra de planifier cette transition. L'autre hypothèse, c'est celle où malheureusement les efforts diplomatiques auraient échoué et où le régime de Bachar el-Assad disparaîtrait d'une manière ou d'une autre, et où on se retrouverait dans une situation de très grande instabilité. Et vous le voyez bien, évidemment, mesdames et messieurs les parlementaires, que ces 2 hypothèses nécessitent des actions tout à fait différentes. Dans un cas, vous pouvez mettre en place, sans doute sous l'égide des Nations Unies, une force de maintien de la paix qui trouverait assez naturellement sa place. Vous pouvez lancer des opérations de développement économique, vous pouvez aider à la reconstruction du pays, à la mise en place d'un nouvel ordre institutionnel, vous pouvez procéder à des formes de processus constitutionnel et électoral qui se mettent en place assez naturellement, à peu près ce qu'on essaye de faire tous ensemble actuellement en Libye, avec des hauts et des bas, mais au moins il y a une certaine direction qui est donnée. Dans un cas de figure où vous avez une totale instabilité, comme ça pourrait être le cas, la situation devient bien évidemment différente, et il faudra là trouver les moyens de ramener peu à peu la stabilité, et bien évidemment cela se fera là aussi avec les Nations Unies et le Conseil de sécurité. Mais vous voyez bien, compte tenu des difficultés qui ont existé dans le passé à propos de la Syrie, les divergences qui ont pu exister entre les membres permanents du Conseil de sécurité, que la situation risque d'être assez difficile pour essayer de définir une transition qui ne serait pas aussi pacifique et stabilisée qu'elle pourrait l'être dans le cas où il y a un vrai processus de transition qui a été accepté par tous. Dans le cas du Mali, la situation n'est pas bien évidemment la même. Elle repose sur déjà des résolutions et des décisions du Conseil de sécurité qui, là, pour le coup, ont fait l'objet d'un accord unanime, puisqu'il ne faut pas oublier que sur le Mali, et c'est heureux, la dernière résolution relative au Mali a été adoptée à l'unanimité, et on peut espérer que la prochaine ira dans le même sens. Là, nous travaillons sur plusieurs terrains. Sur le terrain militaire et sécuritaire, il y a 2 opérations qui sont en train d'être élaborées et définies. L'une par l'Union européenne, qui visera à monter une opération de formation et d'entraînement des troupes maliennes, et dont on espère qu'elle pourra peut-être se mettre en place pas trop tard au début de l'année prochaine. Et il y aura une force africaine
dite d'intervention, mais qui pourrait venir s'installer à la limite entre le nord et le sud du pays, et qui, elle, aurait un rôle de présence et de présence africaine, puisque ce seraient des forces africaines. Ce serait en réalité un schéma qui, à certains égards, ressemblerait assez bien à ce qui s'est passé en Somalie jusqu'à maintenant, où vous avez, comme vous le savez, une force africaine, la MISOM, et une force européenne de formation et d'entraînement, EUTM, et les deux ont été assez complémentaires et ont permis, non sans peine, mais avec le temps cela s'est réalisé, ont permis de ramener peu à peu un début de stabilité en Somalie, puisque nous avons aujourd'hui un président désigné par le Parlement et qui s'est mis en place, et un gouvernement somalien qui est également en place. Tout ça est encore très fragile. Les rebelles sont toujours présents, notamment près de la frontière avec le Kenya, et donc la situation reste délicate et mérite d'être surveillée avec attention. Mais enfin, les choses ont quand même progressé par rapport à un État qui, il y a encore quelques années, était considéré plus ou moins comme un État failli. Donc c'est ça l'objectif que nous nous fixons au Mali. Les autres composantes de cet ensemble, comme vous le soulignez, Madame la Présidente, c'est à la fois la nécessité d'aider à la réconciliation nationale entre les différents partis politiques et de pouvoir relancer le processus électoral qui a été interrompu au Mali. C'est tout ce qui tourne autour du développement économique et social. L'aide de l'Union européenne a été suspendue, mais elle est prête à redémarrer assez vite dès lors que le processus de réconciliation nationale irait de l'avant. L'aide humanitaire, elle, continue à se développer. Nous ne l'avons jamais suspendue, bien évidemment, et nous la continuons. Et donc, c'est ces différents éléments qu'il s'agit de mettre ensemble. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est un exemple très frappant d'approche intégrée, d'approche globale que nous essayons donc de mener au Mali du mieux possible. Voilà, je m'arrêterai peut-être là parce que j'ai déjà été beaucoup trop long et je m'en excuse auprès de vous, mais je suis prêt à répondre aux autres questions et à aller un peu plus dans le détail par la suite. Voilà, mesdames. J'imagine, vous allez avoir des questions. Alors, je vais d'abord passer la parole à Yves Fromion et à Joachim Pueyo, qui sont rapporteurs pour la Commission des Affaires européennes, d'ailleurs, sur la politique européenne de défense. Ce sont aussi des membres actifs de la Commission de la défense, bien évidemment. Donc, je t'en prie, Yves. Merci. Monsieur le secrétaire général, mon propos portera sur des dispositions du traité de Lisbonne. Premier point, la coopération structurée permanente, qui est un sujet dont je vous avais entretenu d'ailleurs il y a un certain temps. Pensez-vous que l'état actuel des esprits, je vais dire, au niveau du secrétariat pour les affaires extérieures et principalement de la haute représentante, permettent d'envisager une initiative dans ce domaine. Vous avez évoqué les différentes opérations en cours ou préparées ou en cours de préparation. On pourrait imaginer que on sente là la nécessité de mettre en place un outil un petit peu plus cohérent que ce qui existe aujourd'hui. Et il est vrai qu'en les lisant bien, si je puis dire, les dispositions de la coopération structurée permanente permettraient d'avoir, au fond, cet outil harmonieux qui permettrait de lancer des opérations. Bien. Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, le financement des actions préparatoires. Est-ce que vous pensez que cette disposition, si elle était suffisamment considérée d'un plan extensif, si je peux dire, permettrait d'aller jusqu'à des financements de certains projets industriels, d'équipements, notamment les équipements dont vous avez pointé tout à l'heure l'état lacunaire, et il y en a bien d'autres que vous avez évoqués. Je veux dire qu'à partir du moment où on parle d'action préparatoire, évidemment, c'est une notion assez floue. Et donc, jusqu'où pourrait-on, peut-être, en faisant monter les choses en amont, aller jusqu'à financer certains équipements, certains dispositifs qui sont aujourd'hui véritablement à l'état lacunaire. Troisième point, je m'arrêterai là, il y aurait bien d'autres questions à vous poser.
Mais vous avez tout à l'heure montré que, au fond, le secrétariat général disposait de l'embryon d'un état-major, avec l'état-major de l'Union européenne, le comité des chefs d'état-major, etc. Et puis en plus, vous êtes au fond la structure pivot du Conseil des ministres de la Défense. Vous l'avez aussi expliqué. Est-ce que vous pensez qu'avec un petit peu d'effort, l'embryon dont vous disposez pourrait se muscler, si je puis dire, et devenir progressivement l'état-major dont il est évident que la nécessité se fait sentir, notamment lorsque vous évoquez des opérations comme celle que vous avez relatée pour l'Afrique ou ailleurs. Merci. Mes questions se recoupent avec mon collègue. Monsieur le secrétaire général, mesdames les présidentes, moi j'étais attentif à vos propos puisque vous avez dit à un moment donné que depuis 2 ans, il y avait une vague, une vague de creux, que la machine est repartie. Effectivement, c'est conforme à ce que viennent d'indiquer les ministres de la Défense il y a très peu de temps, qui ont réitéré leur volonté commune de trouver des solutions en vue de préserver à la fois leurs moyens militaires, en développant la coopération, en mutualisant notamment leurs capacités. Donc, je voulais vous poser une question, effectivement. Est-ce que concrètement, l'idée de création d'un quartier opérationnel au sein du service européen d'action extérieure est-elle toujours envisagée, dans le cadre notamment de la CSP, qui l'avait prévu, il me semble? Et puis, j'aurais voulu vous poser une deuxième question également, concernant le partenariat entre l'OTAN et l'Union européenne, notamment de l'engagement sur plusieurs terrains comme le Kosovo, l'Afghanistan ou la lutte contre la piraterie maritime. Que pensez-vous de ce partenariat? Comment il peut se développer ou se stopper? Je ne sais pas dans quel sens vous envisagez ce partenariat. Et qu'est-ce que vous pensez également des recommandations d'Hubert Védrine concernant la défense de l'Europe, puisqu'il a fait dans son rapport des recommandations relativement, même très intéressantes. Sur la première série de questions, coopération structurée permanente, c'est en effet une possibilité qui est offerte par le traité, possibilité à laquelle à plusieurs reprises les pays membres du groupe de Weimar, mais le noyau dur, les 3, Allemagne, France et Pologne, ont notamment, lorsqu'ils avaient pris position, je crois que c'était en 2011, pris position assez fermement pour relancer l'Europe de la défense, ces 3 pays y avaient fait une mention explicite et avaient même dit que c'était une possibilité. Ce qui a été très frappant, c'est que bien évidemment, cela a provoqué une réaction immédiate de la Grande-Bretagne, qui a bien évidemment senti que c'était une manière éventuellement de l'isoler, et ça a provoqué une situation, je dirais, peut-être d'embarras de tous les autres partenaires, parce qu'au sein de l'Union européenne, au fond, nos partenaires n'aiment pas ce sentiment qu'il va y avoir des divisions et des catégories différentes, une première division, une deuxième division, etc. Et donc ça a eu un double effet, je dirais, plutôt de nous réunifier tous autour d'un certain programme qui a finalement été accepté et peut-être aider à cette relance des opérations pour lesquelles, moi je dois dire, avec une certaine surprise et une heureuse surprise, on le voit dans le cas du Mali, tout le monde est d'accord pour aller de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'ils apporteront tous une contribution, mais vous savez que pour définir le concept de gestion de cette crise, ensuite le concept opérationnel, il faut l'unanimité, et pour le moment elle est là. Donc dès lors que vous avez le consensus, l'idée d'avoir une coopération structurée permanente tombe un peu d'elle-même. Ce qu'il faut bien voir, et pour aller au cœur de plusieurs des questions que vous avez posées, qui est la fameuse question du quartier général et de l'état-major, ça c'est la question qui divise profondément. Et on voit très bien qu'aujourd'hui encore, nos partenaires britanniques nous ont dit très clairement,
travaillistes comme conservateurs, d'ailleurs les deux unis, nous ont dit que pour eux, c'était la ligne rouge à ne pas dépasser. Et toute la question, en effet, de la coopération structurée permanente, c'est ce qu'un jour, nous sommes prêts à l'utiliser pour aller de l'avant autour de cette idée-là. Mon sentiment à l'heure actuelle, c'est que les États membres préfèrent pour le moment encore attendre et de voir si d'autres formules sont possibles. Vous savez qu'on a adopté une formule qui consiste à avoir un petit quartier général très limité qui actuellement est essentiellement chargé de coordonner les différentes opérations menées actuellement dans la Corne de l'Afrique. Nous sommes en train de voir si ça marche et si ça marche, on essaiera peut-être d'aller un peu plus loin. Quand on dit coordonner, c'est en particulier parce que ces opérations dans la Corne de l'Afrique intègrent d'abord plusieurs opérations différentes et des opérations qui ont à la fois une dimension civile et une dimension militaire. Et donc il y a un besoin de coordination plus poussé là et on essaye de voir si ça peut être utile. Avec leur pragmatisme habituel, nos amis britanniques disent si ça marche, on verra si on peut essayer de donner d'autres missions à ce quartier général que l'on a mis en place au sein du service et peut-être lui donner plus d'importance à mesure qu'on avance. Donc le choix pour le moment, c'est plutôt d'avancer pas à pas, cas par cas, et de voir si comme ça on peut arriver à une formule qui serait satisfaisante pour tout le monde. Je note d'ailleurs que dans les réflexions que l'on veut mener à travers la mission qui pourrait être confiée donc par le Conseil européen à la fin de cette année, la question pouvait se poser de savoir si on remettait sur la table la question de l'état-major militaire et qu'il semble assez clairement qu'aucun des États membres ne souhaite pour le moment reposer cette question. Donc on procédera probablement de manière plus pragmatique. Vous posiez deuxièmement la question du financement des opérations préparatoires. Est-ce qu'elles pourraient éventuellement servir à des initiatives en matière d'industrie de l'armement? À ma connaissance, mais je suis tout à fait prêt à regarder de plus près, à revenir vers vous, monsieur le député, mais il me semble que tel que c'est dans le traité, les opérations et les actions préparatoires ont un domaine beaucoup plus limité, essentiellement tourné vers les opérations militaires ou civiles qui pourraient être menées. C'est en réalité la suite logique d'Altea, de l'instrument Altea qui existe à l'heure actuelle, et essayer de le renforcer un peu. Peut-être qu'on pourrait imaginer de donner une plus grande extension à cela. Il faudrait que je regarde avec les juristes du Conseil pour qu'ils me disent si on a la possibilité d'aller plus loin. Je dirais qu'en tout cas à l'heure actuelle, ce n'était pas dans les intentions des États membres, mais cela mérite peut-être un petit travail supplémentaire et je suis tout prêt à le fournir et à revenir vers vous pour vous dire si c'est du domaine du possible ou pas. Sur la deuxième série de questions, je crois avoir répondu un peu à cette question du quartier général. Sur la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne, je dirais que d'une manière générale, elle marche plutôt bien à l'heure actuelle. La haute représentante Cathy Ashton et le secrétaire général, M. Rasmussen, ont pratiquement un rendez-vous quasi mensuel maintenant, où ils font le point sur toutes les opérations. À la fois les opérations où nous travaillons ensemble, vous les avez citées, Kosovo, Corne de l'Afrique et Afghanistan, opérations où nous nous sommes un peu répartis le travail. L'Europe faisant plutôt du travail soit de formation, c'est le cas en Somalie et c'est le cas en Afghanistan, formation de la police en particulier en Afghanistan, formation des troupes d'élite de la Somalie dans le cas de la Somalie, et où sur le Kosovo nous avons une opération très particulière, ULEX, qui fait du travail de police et de justice en réalité. Donc nous avons trouvé une forme de complémentarité avec l'OTAN et qui marche plutôt pas mal. Mais dans le travail que nous faisons régulièrement avec eux, nous regardons aussi ce qui peut les intéresser éventuellement, au moins à titre d'information. Et par exemple, nous faisons le point régulièrement avec eux sur nos projets en Mali par exemple, ou dans le Sahel,
ce que nous envisageons éventuellement sur la Syrie, parce que l'OTAN, même s'il n'envisage pas d'intervention directe, sont quand même assez soucieux de se tenir informés et de faire un travail à toutes fins utiles de réflexion stratégique. Et donc nous travaillons avec eux sur ce terrain-là. Et nous pouvons être amenés dans d'autres questions et également à travailler avec eux. Donc ça se passe plutôt bien, avec juste une nuance, mais que vous connaissez mieux que quiconque, c'est que bien évidemment nous devons à chaque fois surmonter les difficultés du problème Turquie-Chypre qui complique un petit peu les choses. Mais pour vous donner un autre exemple d'excellent travail que nous avons mené en commun, c'est dans les exercices militaires qui se produisent chaque année. Cette année, dans l'exercice militaire mené par l'OTAN, l'OTAN a souhaité y associer l'Union européenne et donc nous avons été associés à l'ensemble de leur exercice de cette année et ça s'est plutôt bien passé et nous avons bien l'intention de renouveler l'exercice au cours des années suivantes. Donc progressivement nous nous rapprochons de ce point de vue-là. Sur le rapport du Bervedrine, bien évidemment, nous l'avons tous lu avec beaucoup d'intérêt. Nous avons noté parfois les critiques un peu acerbes contre l'Europe de la défense. Nous espérons que maintenant nous avançons dans le bon chemin et que nous allons vers davantage d'efficacité que par le passé. Mais je crois que l'immense intérêt du rapport du Bervedrine, c'est d'avoir bien placé le rôle de l'OTAN et le rôle de l'Union européenne à leur niveau respectif. L'OTAN, c'est la défense collective de l'Europe et à l'heure actuelle, l'Union européenne ne prétend pas assumer ce rôle-là. Les capacités militaires, les forces des États membres sont du côté de l'OTAN, elles sont intégrées dans toute l'organisation militaire intégrée et il n'est pas question pour l'Union européenne de se substituer à cela. Le rôle de l'Union européenne, c'est un rôle un peu différent qui s'inscrit plutôt dans l'approche intégrée dont je parlais tout à l'heure, sur tout un certain nombre de théâtres d'opérations où nous pouvons faire jouer tous les différents instruments. Et c'est là où il nous semble qu'il y a une bonne complémentarité et quelque chose où l'on voit assez bien comment l'Europe peut apporter sa propre contribution. Personne ne songe, par exemple, au Sahel ou au Mali, à faire appel à l'OTAN. Ça serait un message politique qui serait peut-être difficilement accepté. En revanche, l'Union européenne apparaît comme un interlocuteur, un partenaire tout à fait crédible. J'appelle d'ailleurs votre attention sur ce point parce que moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup depuis que je suis à Bruxelles, au sein de ce service, c'est qu'il y a tout un domaine de coopération entre l'Union européenne et un certain nombre d'organisations régionales, Union africaine, Ligue arabe, ASEAN et d'autres encore, qui est en train de se développer et où l'Europe est en train de devenir le partenaire assez naturel de ces organisations régionales. Et je pense qu'il y a là tout un terrain qui est encore un peu en friche, où nous allons, je l'espère, pouvoir avancer davantage dans les mois et les années à venir. Voilà. Merci. Marietta Karamanli et Daphna Polanski. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes. Monsieur le Secrétaire Général, je repars sur ce que vous venez de dire, finalement sur ce que vous évoquiez à l'instant, la mutualisation capacitaire. Et c'est vrai que vous avez fait référence effectivement sur l'accord, enfin sur le code de conduite qui a été décidé il y a quelques jours sur le partage de la mutualisation capacitaire, qui propose à la fois, par exemple, de considérer de manière un peu systématique la coopération dans le développement de toute nouvelle capacité de protéger d'éventuelles coupes budgétaires allouées. Et aussi à la fois on va encore garantir par exemple les échanges entre les différentes formes de coopération régionale. Vous venez de faire référence. Justement, juste là-dessus une question, qui sera finalement chargé d'en assurer un peu le suivi et de voir en quoi aussi les décisions qui seront prises, en tout cas, sont conformes à ce code. Et puis, un élément qui n'a pas été évoqué jusqu'ici de la discussion, c'est sur la recherche et l'innovation. Les Européens ont diminué le niveau des investissements à peu près de 20 milliards d'euros au moment même où Washington augmente de 100 milliards d'euros.
Et on avait vu aussi que le Conseil européen avait endossé justement l'investissement en recherche-innovation à peu près de 2% comme objectif, 2%, et actuellement on est aujourd'hui à 1,2% de recherche-innovation. Quelles sont les réflexions menées à ce niveau-là, sur ce sujet? Et on aimerait savoir aussi les décisions d'adaptation nécessaires que vous pourrez aussi conseiller à prendre dans ce domaine. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, je représentais la Commission de la Défense en septembre à Chypre à la conférence interparlementaire sur la politique étrangère commune et la politique de sécurité et de défense commune. Et je dois vous faire part de quelques remarques. On a une question en tout cas, c'est que nous devions lors de la première session discuter et amender le protocole, le règlement intérieur. Les délégations, dont la délégation française avait travaillé, on avait des amendements et à peine nous étions installés que la présidence chypriote nous a dit qu'on n'allait pas du tout ni discuter ni amender. Et par contre, les amendements britanniques avaient été acceptés. Donc je dois vous faire part de l'immense frustration de la délégation française et allemande. Donc là, c'est un point, on n'a pas très bien compris et on n'était pas content. Et on nous a vaguement dit qu'on allait en discuter à un autre moment, une commission, enfin, c'est pas très clair. Donc peut-être vous pourrez nous donner quelques éclaircissements sur ce règlement intérieur et les amendements disparus. Je dois aussi vous dire le sentiment de déception sur l'intervention de Madame Catherine Ashton l'après-midi, lors de la seconde session. Alors que les parlementaires avaient vraiment bien préparé leurs interventions, leurs questions, elle a peu répondu à nos attentes, il faut l'avouer. Elle restait extrêmement évasive sur toutes les questions que les parlementaires ont posées. Enfin, une note positive, Monsieur le Secrétaire Général. Oui, mais non. Donc, on était vraiment extrêmement satisfaits de l'intervention de Monsieur Bartolomeo Léon Gross sur la Méditerranée, où là, effectivement, on a eu vraiment, ça répondait à nos attentes. Merci. Non, mais je suis prêt à... En tout cas, je prends bonne note. Sur les capacités et notamment nos efforts de mutualisation. Vous demandiez un peu qui serait chargé du suivi du code de conduite. À propos du code de conduite, je voulais vous dire qu'il faut comprendre le chemin que l'on a à parcourir. Voilà un code de conduite qui, lorsque nous l'avons préparé, avait une phrase à peu près agréée par tous, dont nous étions assez contents parce qu'elle nous paraissait presque naturelle, disant que cet effort de mise en commun, ce que l'on appelle donc le pooling et sharing, devait être en quelque sorte la priorité pour tous. Et vraiment à la veille de l'adoption par les ministres de la Défense, la Grande-Bretagne est revenue en nous demandant de biffer cette phrase. Parce que même s'ils étaient assez d'accord avec le principe, ils ne voulaient pas qu'il figure par écrit. Donc il faut bien comprendre le chemin qui reste à parcourir. Non pas pour critiquer nos amis britanniques, ils ont leurs problèmes de politique intérieure et nous le voyons bien, mais pour bien mesurer leur souci de pragmatisme et d'avancer dans la voie, mais de ne pas être liés par des textes ou par quoi que ce soit qui donnerait l'impression vis-à-vis de leurs électeurs et de leurs députés à la Chambre des communes qu'ils se sont engagés formellement d'une manière ou d'une autre, presque juridiquement. C'est très frappant. Donc le suivi de cela, ce seront un peu tous les services compétents. D'abord beaucoup l'agence, qui est, comme vous le savez, dirigée par Claude France Arnaud, l'agence de défense européenne, le service où je me trouve, mais bien évidemment tout ça, ce travail-là, il revient ensuite au ministre de la Défense. Dans le domaine de la politique étrangère et de la défense, qui est de l'unanimité, comme vous le savez, tout d'une manière ou d'une autre remonte au ministre
ministres compétents, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, il y a un suivi très, très, très actif. Donc, au mieux, si on sent que ça n'avance pas, on leur fera rapport et ils décideront de ce qu'ils veulent faire. Et c'est un peu la même chose à propos de ce que vous disiez sur l'innovation, et vous avez tout à fait raison, je pense que c'est fondamental en réalité, à la fois pour le domaine militaire et même pour le domaine civil. Si l'Europe n'est pas capable de faire ce supplément d'effort en matière de recherche et de développement, elle n'atteindra pas le niveau de compétitivité par rapport aux Américains ou même par rapport à d'autres d'ailleurs concurrents dans le monde. Et je pense qu'au cœur de cette réflexion-là, il y aura le travail qui nous est demandé par le Conseil européen, parce que dans le rapport final qui reviendra au Conseil européen, il y aura certainement des préoccupations à propos de la recherche et de l'innovation, et peut-être des propositions, et ce seront les chefs d'État et de gouvernement qui devront décider s'ils veulent aller de l'avant, et si chacun dans son pays fait le nécessaire pour relancer l'effort dans ce domaine. Donc je pense que, comme toujours, les choses sont relativement assez bien agencées dans le processus européen. À un moment ou à un autre, ça revient au niveau politique, et c'est le niveau politique, ministériel ou chef d'État et de gouvernement, qui prend les décisions. Sur le deuxième groupe d'observation, je vois très bien votre problème. Le problème, c'est que c'est vraiment de la compétence parlementaire, et l'on peut au mieux s'étonner comme vous, peut-être faire passer le message, si vous le souhaitez, auprès de nos amis chypriotes avec lesquels nous travaillons tous les jours, mais c'est eux qui prennent la décision en fin de compte. Et sur ce que vous disiez à la fin sur les préoccupations relatives à la Méditerranée et plus généralement au printemps arabe, si M. Bernardino León vous a fait un très bon exposé, c'est parce qu'il est en permanence sur ce dossier-là, qui est certainement une de nos priorités. On vient de le voir, par exemple, avec la réunion que nous avons faite en Égypte, à la fois avec la Ligue arabe, où tous les ministres des Affaires étrangères des 27, enfin une grande partie d'entre eux étaient là, plus d'une vingtaine, c'était assez exceptionnel, et où nous avons pendant une journée pu traiter de tous les sujets, même les plus délicats, y compris en matière de désarmement, par exemple, sur la région du Moyen-Orient, sans d'ailleurs forcément arriver à un accord, mais on a pu parler de la Syrie, on a pu parler du problème palestinien, et on a pu avancer comme ça tous ensemble. Et le lendemain, il y a eu la réunion de la Task Force, qui était plus particulièrement dédiée à l'Égypte, et là nous avons aussi pu faire du très bon travail entre Européens et Égyptiens, et j'espère que dans les mois à venir, tout ça pourra se traduire par davantage d'investissements directs dans ce pays qui en a bien besoin, et où nous pourrons montrer qu'on est à ses côtés pour assurer son développement économique et social. Merci. Trois dernières questions. William Dumas, Daniel Boissry et Philippe Folliot. Donc William. Merci Madame la Présidente et la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, j'ai deux petites questions à vous poser. Ne pensez-vous pas que l'échec des discussions entre la compagnie britannique BAE et AEDS va sérieusement et durablement ralentir les perspectives de la défense européenne? Ma deuxième question, c'est face à la crise actuelle, vous en avez un peu parlé, ne pensez-vous pas que les budgets des États membres risquent d'être restreints et par conséquent se répercuter, je pense, sur la défense et sa force d'engagement? Merci. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, moi je voulais faire référence à la résolution du Parlement européen du 22 novembre qui traitait de la sécurité évidemment, de l'Europe et qui évoquait la situation dans les Balkans occidentaux, particulièrement au Kosovo. On se rend compte que c'est un pays tout à fait artificiel, où deux communautés se supportent difficilement, avec quelque part une barrière presque naturelle entre les deux communautés. Est-ce que l'Union européenne n'aurait pas vocation à revenir sur les frontières actuelles et à pouvoir séparer effectivement la communauté serbe de la communauté albanaise? C'est ma première question.
Ensuite, il y a deux missions. La mission de l'OTAN, d'abord, mission plutôt militaire, et une mission européenne, la mission EULEX. Et je constate aussi que le Parlement européen s'interroge beaucoup. Et le Parlement français s'interroge beaucoup moins. Il agit. Il se demande si finalement ces deux forces sont compatibles. Alors il y a un engagement, c'est que EULEX va rester jusqu'en 2014. EULEX n'a pas de gros effectifs. Je voulais aussi vous interroger sur les financements européens d'EULEX, si vous le pouvez. Faut-il, lorsqu'un territoire est pour l'instant assagi et à moins de 4 heures d'avion de la France en tout cas, continuer à maintenir des forces qui ne servent plus à grand-chose aujourd'hui, il faut le dire. C'est Philippe Folliot. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, on peut se gargariser de mots, se dire un certain nombre de choses, mais la triste réalité des choses, c'est que dans un monde qui se réarme, un monde toujours plus complexe, toujours plus difficile, toujours plus dangereux, l'Europe se désarme dangereusement. Et que nous sommes face à une situation qui est une situation, j'allais dire, problématique, voire inquiétante. Et moi, mon interrogation, c'est de savoir, est-ce que l'Union européenne, en tant que telle, essaye d'intervenir auprès de ses membres pour leur dire que la pente dans laquelle nous sommes engagés est une pente dangereuse. Et qu'à partir de là, j'allais dire, toute perspective à moyen terme, j'allais dire, de pouvoir être nous-mêmes et peser en tant que tel sur, j'allais dire, la scène diplomatique internationale, ne pourra être que vaine par rapport au fait que nous ne sommes même pas à même et capables d'assumer de manière autonome notre défense. Et est-ce que, à l'échelle européenne, il y a cette prise de conscience, et est-ce qu'il y a la volonté de la faire partager aux États membres? Parce que ça nécessitera d'avoir des moyens et de faire des efforts. Et que par rapport à cela, eh bien, les deux moins mauvais élèves que sont la Grande-Bretagne et la France ne pourront pas non plus toujours tirer tout le monde par l'eau. Et donc par rapport à cela, je crois que c'est pour moi un enjeu important, essentiel. Tout le reste, je veux dire, dans l'absolu, c'est presque secondaire. Mais du moment qu'on aura fait ce choix de dire nous souhaitons nous donner les moyens d'assumer par nous-mêmes notre défense et de peser dans les affaires internationales à hauteur de ce que nous pesons sur un plan économique, parce qu'il faut dire que le PIB de l'Europe est supérieur à celui des États-Unis, de mémoire 3 ou 4 fois supérieur à celui de la Chine. Mais notre poids politique sera à terme lié à notre poids militaire, et donc en fonction de ça, il y a un enjeu et un enjeu majeur. Une autre petite incidence, dans tous vos propos, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas abordé ou prononcé une seule fois le mot Russie. Est-ce que, pour vous, je veux dire, c'est pas un problème, ou alors est-ce que c'est un partenaire naturel, ou alors est-ce que c'est un adversaire potentiel? Je veux dire, comment finalement l'Union européenne en tant que telle se situe par rapport à la Russie et par rapport à la volonté d'un certain nombre de membres de pouvoir nouer des liens et des relations avec la Russie, y compris en termes de coopération. Je fais allusion notamment à la décision française de vendre et de construire des BPC en commun avec la Russie. Il nous reste 3 intervenants, donc si vous en êtes d'accord, je vais leur demander de poser leurs questions à leur tour, de façon à ce que M. Vimont réponde globalement à tout le monde, parce que le temps passe et qu'ensuite nous allons être dans des délais extrêmement courts. Donc M. William Dumas, ensuite Mme Catherine Coutel, et ensuite M. François André. Pardon. Ah, pardon. Donc Mme Catherine Coutel. Merci Madame la Présidente. Une question très courte. Moi j'étais très intéressée par votre communication et la mise en place du service européen qui a été créé en 2011. Et vous en avez retracé les contours, y compris en termes de diplomatie. À la tête de ce service aujourd'hui, il y a la haute représentante pour les affaires étrangères, Catherine Ashton, et on donne le sentiment
du moins vu des Européens, quand même avec la difficulté de rendre visible la diplomatie européenne. On a le sentiment qu'en période de crise, lorsqu'il faudrait intervenir pour la gestion de ces crises, l'Europe, et vous l'avez dit, vous avez expliqué aussi la règle de l'unanimité qui rend difficile ces coopérations, les Européens ont quand même le sentiment d'absence de l'Europe encore aujourd'hui. Comment pensez-vous, avec la mise en place de votre service, avec peut-être maintenant aujourd'hui la présence des diplomates, l'Europe finisse par avoir une meilleure réactivité d'une part et donner le sentiment qu'elle joue plus collectif. Et est-ce que votre service a l'intention de mettre en place la résolution, je ne sais pas comment vous les appelez, l'article 11 de la résolution adoptée par le Parlement de Strasbourg du 22 octobre sur cette coopération et ce renforcement de la diplomatie et de l'intervention européenne dans les crises? Comment les Européens sommes-nous visibles? On a parfois le sentiment d'impuissance, alors que sur certains théâtres, nous payons pas mal. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, ma question sort du domaine strict de la défense, mais reste en lien avec l'action et la présence extérieure de l'Europe. Elle concerne le thème de l'espace que vous avez esquissé ou évoqué dans votre propos liminaire. Avec l'aéronautique, l'espace figure parmi les exemples concrets de réussite européenne, un exemple qui rend l'Europe lisible et visible. Les lanceurs Ariane sont un peu l'emblème de cette politique spatiale. Or, vous savez qu'il y a un débat qui traverse les multiples acteurs industriels ou institutionnels sur la stratégie future en matière de lanceurs. Ariane 5 présente des signes d'obsolescence face à des concurrents chinois ou américains extrêmement offensifs, mais Ariane 6, quant à elle, ne sera opérationnelle avant de nombreuses années. Se pose alors la question de savoir si on accélère la mise au point d'une nouvelle version adaptée d'Ariane 5, dite ME. Il y a des divergences entre Astrium, l'industriel, et le CNES notamment, sur la stratégie et le calendrier à avoir. Alors, pouvez-vous me dire si, dans la perspective du sommet de Naples, qui s'est tenu il y a quelques jours, mais qui n'a pas fait la une des médias français, c'est le moins qu'on puisse dire, pouvez-vous me dire si votre service, vos services, ont été saisis de ces questions lourdes, et si oui, quel est votre point de vue sur ce sujet? Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre rapidement pour ne pas dépasser l'horaire. Grande-Bretagne, est-ce qu'il y a un risque que ce pays ralentisse sérieusement la défense européenne? J'allais répondre comme un Normand ou comme un diplomate, oui et non. Oui, si l'objectif défini par les autres États membres ne correspond pas à ce que souhaite la Grande-Bretagne. Non, si ça correspond à ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est non pas refuser des progrès en matière de défense et de sécurité, mais que cela se fasse selon ses termes, selon ses intérêts, plutôt de manière bilatérale, on l'a vu avec l'accord de Lancaster House et éventuellement avec d'autres partenaires aussi, et avec le souci de préserver l'OTAN. Et ce qui est l'acquis de l'OTAN, je dirais. C'est sans doute ça les grandes lignes rouges de la Grande-Bretagne. Ce qui peut faire bouger les choses, pour vous dire les choses aussi franchement que possible, c'est, je dirais, l'attitude de l'administration américaine. Parce que, paradoxalement, au fil des ans, et ça n'a pas commencé uniquement avec d'ailleurs l'administration Obama, c'était déjà le cas avec la fin de l'administration Bush, il y a depuis quelques années de la part de Washington une attitude beaucoup plus ouverte et beaucoup plus constructive à l'égard de la défense européenne. Il y a 10 ou 15 ans, les Américains avaient pour le moins des réserves et c'était un sujet souvent de contentieux et de difficultés entre les États-Unis, et notamment la France et d'autres pays européens. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les Américains sont beaucoup plus décrispés vis-à-vis de nos efforts, parce qu'ils ont le sentiment précisément, et je le disais tout à l'heure, que la coopération que nous avons établie entre la défense et la sécurité européenne et l'OTAN, ça se passe plutôt bien, ça marche,
et donc ils sont assez ouverts de ce côté-là. Et du coup, les Britanniques donnent un peu le sentiment d'être un peu à la remorque, et je pense que tout ça fera peut-être évoluer les choses dans un sens plus positif que ce n'était le cas avant. Mais, encore une fois, soyons réalistes, le débat qui existe actuellement au sein de la Grande-Bretagne sur l'avenir de la Grande-Bretagne dans la construction européenne pèsera d'une manière ou d'une autre sur les progrès que nous ferons en matière de défense et de sécurité européenne. Cela dit, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je ne crois qu'il n'y a de la part d'aucun État membre la volonté, pour le moment en tout cas, de mettre la Grande-Bretagne en difficulté de ce côté-là, et plutôt la volonté d'essayer d'avancer de manière relativement pragmatique. Et tant qu'on peut avancer avec des Britanniques qui jouent le jeu et une Grande-Bretagne qui quand même accepte de jouer le jeu, eh bien on essaye d'avancer. La question plus générale du financement qui a été posée par plusieurs d'entre vous, je crois qu'elle est tout à fait exacte. Celui qui a le mieux posé le problème, je crois, là encore, en se tournant vers Washington, c'était le secrétaire à la Défense, Robert Gates, au moment où il est parti, où il a fait un discours assez impressionnant en disant que les Européens ne pourraient pas continuer à reposer essentiellement sur l'effort financier américain, qu'on ne pouvait pas éternellement avoir ce déséquilibre. J'appelle votre attention aussi sur une intervention qui a été faite récemment par l'ancien président du comité militaire, le général Sirette, qui est un général suédois qui vient de quitter ses fonctions. Il est remplacé par un général français, le général de Rouzières. Et ce qu'a dit le général Sirette, avec la liberté que lui donnait le fait qu'il partait et qu'il quittait ses fonctions, est très intéressant. Parce qu'il dit à peu près ce que vous avez dit les uns et les autres, que ça ne peut pas continuer, que c'est une question de survie aujourd'hui pour l'Europe, et que donc pour les États membres, c'est même plus une question de choix, c'est une question de survie, dit-il. Si on veut demain pouvoir faire l'effort financier nécessaire pour continuer à avoir une défense et une sécurité européenne crédibles, il faut que nous mettions nos moyens ensemble, parce que compte tenu des contraintes qui pèsent sur nous, de la crise que nous traversons, si nous ne travaillons pas ensemble, nous ne gagnerons pas individuellement. Et donc ce message-là est très fort. Est-ce qu'il sera saisi? Là encore, je vous renvoie au travail que nous allons effectuer à la demande des chefs d'État et de gouvernement, parce que à la fin de ce processus, c'est eux qui devront prendre la décision s'ils veulent renforcer ou pas la coopération européenne et se donner les moyens d'être efficaces. Je pense que c'est d'autant plus nécessaire que, comme vous le savez, il y a un débat budgétaire difficile aux États-Unis. Les États-Unis vont devoir faire des efforts de rigueur budgétaire qu'ils n'ont pas beaucoup fait tout au long de ces dernières années. Et pour avoir vu un peu le débat dans mes fonctions antérieures à Washington, je peux vous assurer qu'au Congrès, les dépenses militaires des États-Unis en Europe sont des dépenses qui sont observées par tous les élus, républicains comme démocrates, comme étant des dépenses sur lesquelles on pourra faire des efforts de rigueur, parce que pour nos amis américains, il est évident que le fardeau doit être mieux partagé et que les Européens doivent prendre leur part de l'effort qui est mené actuellement en Europe. Et donc je pense que nous n'éviterons pas ce débat qui se posera sans doute tout au long de l'année prochaine. Plusieurs questions ont été posées à propos du Kosovo et je voudrais y répondre parce que ce sont des questions tout à fait importantes sur lesquelles, à l'heure actuelle, nous sommes absolument au cœur de cette discussion. D'abord, est-ce qu'on peut imaginer, vous avez posé la question d'une révision des frontières. Ce n'est pas la politique de l'Union européenne et c'est bien évidemment absolument pas la politique des autorités de Kosovo. Et je crois que
poser cette question et essayer de remettre en cause les frontières actuelles n'aboutirait nulle part, parce que nous risquons de rouvrir les tensions et de rouvrir un conflit. Notre approche, elle est différente. Elle consiste à rester dans le cadre des frontières telles qu'elles ont été définies, quoi qu'on pense par ailleurs des décisions qui ont été prises, mais d'essayer à l'intérieur de ces frontières de trouver les moyens de réconcilier les deux communautés, notamment dans le Nord. Il y a tout un travail qui a été lancé. Je sais qu'on peut être sceptique, mais je vais vous dire pourquoi nous restons optimistes, ou en tout cas pour le moment. D'abord parce qu'on a relancé le dialogue entre Belgrade et Pristina et qu'il se passe plutôt bien avec les nouvelles autorités de Belgrade. Je ne sais pas si nous aboutirons, mais nous avons déjà eu 2 ou 3 rounds de travail entre le Premier ministre du Kosovo et le Premier ministre de Serbie, et que les 2 hommes sont prêts à discuter, à réfléchir et à faire avancer très concrètement les projets. Et pourquoi est-ce que ça marche plutôt bien? Parce que bien évidemment, derrière ce dialogue, il y a toute la question de la future adhésion de ces 2 pays à l'Union européenne. Et pour ces 2 pays, pour la Serbie comme pour le Kosovo, c'est bien évidemment l'élément essentiel pour leur avenir économique et social. Et cette perspective est essentielle pour eux. Et par conséquent, l'Europe tient là un moyen d'action sur ces 2 partenaires et un moyen de les faire avancer dans le sens que nous souhaitons. Donc c'est la voie que nous avons choisie, nous avançons et nous allons voir. Vous verrez au mois de décembre, le Conseil européen devrait adopter à nouveau une série de conclusions vis-à-vis de tous les Balkans occidentaux, en prenant individuellement tous les pays, parce qu'on parle du Kosovo et de la Serbie, mais vous avez la Macédoine, le Monténégro, l'Albanie et demain probablement aussi la Bosnie-Herzégovine. Certains peuvent dire mais ces adhésions ce n'est pas, c'est un davantage d'élargissement encore, davantage de complications. N'oublions jamais que c'est des décisions qui ont été prises il y a plus de 10 ans. C'était en 2000, d'ailleurs sous présidence française, que nous avons décidé que tous ces pays des Balkans occidentaux avaient une vocation à devenir à terme des membres de l'Union européenne. Je sais, mais je voulais quand même vous rappeler une part d'histoire parce que c'est quelque chose qui est inscrit noir sur blanc dans les décisions qui ont été prises par les États membres, et il faut se tenir à ces engagements qui ont été pris à ce moment-là. On m'a critiqué pour ne pas avoir parlé de la Russie, c'est vrai, vous avez raison, mais je ne pouvais pas parler de tout, je n'ai pas parlé de la Chine non plus, ni du Brésil, et bien évidemment que ce sont des partenaires essentiels, et je pourrais vous ennuyer pendant des heures et des heures. Je peux parler à satiété de notre relation avec la Russie. Juste peut-être vous dire 2 ou 3 choses. Oui, nous avons avec eux une coopération dans le domaine de la sécurité, peut-être pas autant qu'il le faudrait, car les Russes se plaignent que les idées qu'ils ont lancées sur de nouvelles architectures européennes en matière de sécurité n'ont pas reçu beaucoup de réponses de la part des Européens. Et probablement à l'occasion de l'anniversaire, le 50e anniversaire de l'OSCE, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Je suis convaincu pour ma part que c'est un sujet que nous ne devons pas écarter avec la Russie. Nous devons avoir avec eux à un moment ou à un autre cette réflexion, pas forcément pour adopter leurs idées, mais pour au moins avoir un échange qui montre que l'on respecte leurs idées et que l'on essaye ensemble de se concerter pour avancer. Deuxièmement, vous dire que dans un certain nombre d'opérations que nous menons en matière de sécurité et de défense, nous avons un partenariat intéressant avec la Russie, nous en aurons peut-être d'autres encore. Nous avons travaillé avec eux à la frontière du Tchad et du Soudan. Ils sont intéressés pour développer le partenariat sur un certain nombre de ces opérations, et donc il y a là des possibilités pour en faire, j'espère, davantage avec eux. Visibilité de l'action de l'Union européenne, elle est bien évidemment insuffisante, nous devrions en faire plus. Je voudrais simplement appeler votre attention sur 2 points.
Premièrement, le travail que font actuellement nos délégations dans les 140 pays où elles se trouvent est un travail que les États membres apprécient énormément, qui est un travail de coordination de l'action sur le terrain des uns et des autres, une action très diplomatique, mais qui a plutôt bien marché jusqu'à maintenant et dont les États membres se disent plutôt satisfaits. Elle n'est pas très visible. Je pense qu'elle le deviendra peut-être davantage, mais ça sera mon deuxième point d'observation. Je pense que pour être accepté par les États membres, à l'heure actuelle, il ne faut pas qu'on soit trop visible. Parce que si nous nous mettons trop en avant, j'ai un peu la crainte que un certain nombre d'États membres, à ce moment-là, est un peu un réflexe et en tire un peu ombrage, pour dire les choses simplement. Et il faut donc qu'on trouve cet équilibre délicat et qu'on avance progressivement comme ça. Je pense que vous nous verrez peut-être davantage à mesure qu'on avance, mais ne croyez pas que nous ne soyons pas présents. Je suis très frappé, encore une fois, et c'est un thème que j'ai déjà utilisé tout à l'heure, mais prenez par exemple les événements actuellement à l'est du Congo. Vous avez des réunions des pays de la région des Grands Lacs, vous avez eu des réunions de l'Union africaine. À chaque fois, ils nous ont demandé de venir, nous, l'Union européenne, en tant que représentants, pour participer à leurs réunions et pour voir avec eux qu'est-ce qu'on pouvait faire. Ça a été la même chose sur le Mali, par exemple. Nous ne l'avons pas trop dit parce que nous avons estimé qu'il n'y avait pas lieu de le crier sur tous les toits, mais bien évidemment, nous avons fait rapport aux États membres qui étaient plutôt satisfaits qu'on agisse de la sorte. Et donc, c'est un phénomène qui va, je pense, se développer de plus en plus et peut-être que nous en parlerons davantage. Dernier point, je m'excuse, j'aurais été trop long, l'espace. La réunion de Naples, non, nous n'y étions pas, et si vous voulez, c'est pour le moment un domaine qui relève plutôt de la compétence de la Commission et de la direction compétente dans ce domaine-là. Nous pourrions être amenés à intervenir si la Commission d'abord nous le demandait, d'autre part si la dimension internationale de cette action, et qui est réelle, nous amenait à intervenir parce qu'on nous demanderait une action diplomatique dans tel ou tel domaine, et nous serons à ce moment-là tout à fait disposés à le faire. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, mais c'est certainement un sujet sur lequel nous devons investir davantage en liaison avec les services de la Commission, parce qu'il est essentiel. Il me reste en très peu de temps à vous remercier tous d'avoir participé à cette réunion conjointe. Vous savez qu'on en a déjà donc une seconde le 5 décembre avec notre ministre. Et j'espère que cette première expérience nous conduira à bien d'autres. En tout cas, merci Monsieur Vimont pour nous avoir éclairés sur plein de sujets. C'est vrai que nous aurions encore un grand nombre de questions à vous poser. Malheureusement, nous avons tous, et vous aussi, je suppose, des agendas un peu redoutables. Mais ça nous encouragera à vous inviter à nouveau, je suppose. Merci beaucoup à vous tous, en tout cas. Au revoir.